Allez, c'est parti. Plus que 3 heures de débat et après on passe à table. Non, honnêtement, 35 minutes et après on mangera du fromage tous ensemble. Alors, non, un peu plus sérieux. Alors, selon des observateurs, 2 entreprises sur 3 de la supply chain aéronautique ont une trésorerie en souffrance. Une récente étude de la Banque de France, confidentielle pour le GIFAS, mais je laisserai Philippe en parler un petit peu, pointe un risque de défaillance pour plusieurs dizaines de sous-traitants de Safran et d'Airbus en France. Le tout malgré un carnet de commandes plein. Alors comment pouvons-nous redonner de la marge financière à ces sous-traitants? Quels financeurs et quels outils financiers peuvent nous sortir de cette impasse? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Corinne Dagrin, la présidente du fonds IRDI Capital Investissement, Philippe Bernat, le médiateur pour le GIFAS, Anne-Cécile Brigot-Abadi, directrice régionale Occitanie-Ouest de BPI France, et Pascal Rambaud-Manouchian, ingénieur conseil aéronautique défense pour le Crédit Agricole. On va commencer de suite avec vous, Philippe, pour planter un petit peu le décor. Donc vous êtes, comme votre fonction l'a dit, vous êtes médiateur, donc vous intervenez quand c'est plutôt chaud, si on peut dire les choses ainsi. Quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain? Comment ça se passe? Donc il y a cette fameuse étude que vous avez commandée à la Banque de France qui pointait un risque de défaillance pour plusieurs sous-traitants. Donc là, c'est si on veut être un peu alarmiste. Si on prend un peu de hauteur, concrètement, aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? D'abord, j'apprécie le fait que je ne suis pas du tout du monde financier des 4 personnes autour de la table, mais c'est à moi que la question revient. Bon. C'est vous qui avez les mains dans le cambouis, alors, parce qu'eux, ils interviennent quand, vos acteurs ont besoin de... Oui. Plusieurs points de réponse à la question. Oui, effectivement, nous commandons une étude à la Banque de France pour comprendre très précisément tous les indicateurs de la filière. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail sur la façon dont elle est constituée, mais c'est vraiment un outil de pilotage qui se fait en toute logique, en toute confidentialité, mais a priori limité, puisqu'il y a des choses qui sont sorties dans la... Moi, j'ai essayé de négocier par l'étude, vous ne me l'avez pas donné. Hein, je vais y revenir quand même sur quelques points. Et donc, ça permet d'avoir des idées claires sur la façon dont la filière réagit et de donner un outil de pilotage au niveau des instances de direction de la filière partagée avec le conseil d'administration, le CODIR GEDS et bien sûr le comité Aéro-PME. Les informations qui sont parues dans la presse, c'est pas un secret. Donc voilà, si on cherchait à savoir qu'est-ce qui manque à la filière aujourd'hui pour affronter tous les paris qui s'offrent à elle, du cash et du cash, quoi, hein. Je crois que c'est assez clair. Mais pour autant, je vais ressortir quand même 2-3 éléments de cette étude, sans une fois de plus dévoiler toute sa confidentialité. Le fait que la performance des entreprises de la filière, et en particulier des PME, est quasiment revenue au niveau de performance de 2019. Est-ce à dire que la crise Covid est effacée? Je ne suis pas tout à fait certain. Quand vous parlez de performance, c'est-à-dire en termes d'EBITDA, d'exploitation liée à l'exploitation, absolument. Donc c'est quand même une information très positive qui a moins fuité que le risque de défaillance de certains. Donc c'est bien aussi de rappeler les points positifs. En revanche, l'écart qu'il y a entre la situation de 2024 et celle de 2019, c'est évidemment le poids des PGE à rembourser. C'est-à-dire qu'à performance identique en termes d'exploitation... Et des matières premières plus chères aussi. Pardon ? Et des matières premières plus chères aussi. Oui, évidemment, mais les matières plus chères, on les a répercutées dans l'exploitation, puisqu'on retrouve un niveau d'exploitation qui est à peu près comparable à 2019. En revanche, le poids de la dette liée au PGE, ça, c'est incompressible. Et sur les 1,2 milliard qui ont été accordés à la filière, la moitié a été remboursée, que globalement, les gens de la filière font leur devoir et remboursent leur PGE. Bon, après, la nature de remboursement de cette dette est non négociable, mais elle amène une question fondamentale. C'est une dette improductive. C'est une dette qui a permis de sauver les entreprises, mais qui aujourd'hui ne se traduit pas par des machines, des bâtiments, des process. C'est un boulet, voilà. Un boulet au pied, quoi, concrètement. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour répondre à votre question une fois de plus, qu'est-ce qui manque à la filière aujourd'hui? C'est du cash. Du cash, là-dessus, je pense que objectivement, tout le monde a fait son travail, tout le monde a fait son devoir. Que ce soit les entreprises elles-mêmes dans leur recherche d'excellence, on l'a vu avec Aero Excellence, compétitivité, ça veut dire aussi amélioration du résultat. Ça veut dire aussi, on ne l'a pas forcément dit dans la couverture de ce que couvre Aero Excellence, mais ça couvre aussi les process de gestion administrative. Ça veut dire par exemple un meilleur recouvrement de ses factures, une meilleure gestion de ses factures, un meilleur suivi de ses délais de paiement. Les clients ont fait leur devoir aussi. Ils ont aidé énormément leurs
leur supply. Alors, évidemment, on aimerait que chaque demande soit satisfaite comme ça, en un claquement de doigts, et sans avoir à se justifier. Ça ne marche pas comme ça dans la filière. Il faut argumenter, il faut expliquer, il faut faire comprendre que si on a besoin d'argent, c'est aussi pour mieux accompagner son client, et que globalement, ça fonctionne. Puis, je termine juste, les banques aussi ont fait leur travail. Donc, les banques ont fait leur travail, on pourra en débattre pendant des heures, honnêtement, Philippe, mais elles ont fait leur travail. On peut toujours vouloir plus, évidemment, oui. Mais personne n'est resté en dehors de son obligation de responsabilité, et tout le monde a fait le travail qu'il avait à faire, alors à 100%, 120% ou 80%, ça c'est une autre définition, je suis d'accord, oui. On va continuer ce petit tour de table d'introduction un peu avec la même question pour tous les quatre. Vous, Corinne, en tant que dirigeante de ce fonds d'investissement régional, quelle situation vous constatez dans la filière? Alors, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'actifs sur la filière aéronautique, mais vous en avez quand même quelques-uns. Je sais aussi qu'on vous appelle à la rescousse sur certains dossiers chauds. Concrètement, comment vous voyez la situation sur le terrain? En tant que fonds d'investissement, qu'est-ce qui vous interpelle sur la situation? Alors, déjà, merci d'avoir pensé à nous inviter à cette table ronde. Il est vrai que les fonds d'investissement régionaux et singulièrement l'IRDI font partie des fonds d'investissement qui interviennent massivement sur l'industrie de manière générale. Ça, c'est important de le savoir, et c'est pas forcément vrai à l'échelle nationale, à part évidemment les fonds sectoriels spécialisés comme Tikeo ou autres. Mais voilà, c'est des sujets qui font peur souvent au niveau national, singulièrement au niveau régional. Donc l'IRDI ne déroge pas à cette règle et intervient massivement. Plus de 50% de nos investissements interviennent sur le domaine industriel. Et évidemment, c'est une fierté pour la région d'avoir cette filière aéronautique, et on regarde avec attention les entreprises qui sont présentes sur la région. Ensuite, moi, je ne vais pas tellement déroger par rapport à ce qui vient d'être dit. On se rend compte que d'abord, on a une chance d'avoir une filière qui est en forte croissance. Ça a été dit également par les intervenants précédents. Donc, grosse croissance du chiffre d'affaires. Et avec, je parle sous le contrôle de Didier Katzenmeyer, une énorme visibilité en termes de programme d'avion. Qui est-ce qui peut se plaindre de ça? Déjà, je pense qu'il faut regarder aussi. On a trop tendance de temps en temps à ne regarder que ce qui ne va pas et à ne pas regarder ce qui va bien. Donc, c'est une chance, c'est une filière noble. Elle est sur le territoire, elle crée beaucoup d'emplois. Et ça aussi, c'est très important en termes de responsabilité sociétale et avec une très très grande visibilité. Alors, cela étant, on est sur des modèles qui peuvent être complexes singulièrement pour ce qui concerne l'aérostructure et les detail parts, qui sont justement très présents sur la région, avec des modèles économiques qui font que, certes, il y a une croissance du chiffre d'affaires, certes, pour certains acteurs, on voit une croissance aussi de l'EBITDA, qui n'est pas un gros mot, et cet EBITDA est absolument nécessaire pour financer une augmentation qui a été pour certains vertigineuse du BFR. Forcément, il a fallu réamorcer la pompe post-Covid. Des programmes de CAPEX qui sont très importants, et en face de ça, on n'a pas de free cash flow. Et quand on n'a pas de cash flow, c'est exactement ce que tu disais, cash, ma foi, on ne peut pas financer ces investissements, on ne peut pas financer le BFR, on n'arrive pas à rembourser des PGE qui sont à leur maturité maximale en ce moment. Et donc, oui, il y a des dossiers complexes en ce moment sur des entreprises qui sont à fort potentiel et qui oui, en fait, ont un contexte un peu compliqué. Le sujet, c'est pas le commercial, quoi. Voilà, mais spécifiquement, j'ai envie de le dire, attention, sur les detail parts et aérostructures, ça n'est pas forcément vrai sur les autres segments de la chaîne de valeur, et notamment sur des savoir-faire de spécialité ou sur des acteurs qui vont être plus présents sur la défense ou le MRO ou l'aftermarket. Même question pour vous, Anne-Cécile Vrigaud. C'est vrai que vous, la BPI, pendant longtemps, on lui a collé cette image de partenaire de la tech, et on le voit depuis le Covid notamment. Maintenant, la BPI est vachement associée à la réindustrialisation du pays, à ce soutien de l'industrie, à ce soutien des PME, des ETI. Vous, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur le terrain, et concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le tissu industriel aéronautique ? Alors, oui, en effet, donc BPI France, ça a été pendant longtemps la tech et ça l'est toujours, mais c'est aussi la fab. Pour un chiffre, en 2023, en Occitanie, nous avons accompagné 5500 entreprises, 30% étaient du secteur industriel. Donc, c'est au-dessus du poids de la région. Donc ça, c'est la première partie. Qu'est-ce qu'on observe maintenant concrètement ? Je ne vais pas redire parce que je pense que le tour a été assez complet. Peut-être deux petits bémols sur l'EBITDA.
nous, ce qu'on observe, c'est des tendances. Il ne faut pas faire de généralité, et tu l'as dit, hein, Corinne, hein, c'est assez ciblé. Mais sur les bidas, on sent quand même la perte de productivité. C'est-à-dire qu'ils reviennent, ils sont en réaugmentation, comme le chiffre d'affaires, évidemment. Donc ça montre que les acteurs ont du business. Ça montre aussi qu'ils ont fait des efforts et qu'ils ont mis des mesures en place. Mais la productivité n'est pas revenue à des niveaux de 2019. Alors ça s'explique, ça a été dit par Thierry Quillet tout à l'heure, par la montée en puissance des RH. Ça a été dit, ça peut être expliqué aussi par des éventuels trous dans les flux de production liés à une désynchronisation de la chaîne à un moment donné. Mais en tout cas, on le ressent quand même un peu. Après, au niveau du bilan, oui, il y a cet endettement. Il y a cet endettement qui est encore important et qui est stérile, hein, tu vous l'avais dit aussi, et qui obère cette capacité d'endettement et donc cette capacité d'investissement. Et ça, on le ressent surtout sur 2024, parce qu'en 2023, on avait quelques entreprises qui avaient pris des PGE de confort et qui avait un peu de trésorerie. Puis il y avait encore un peu de report, je crois, sur les PGE. Alors, il y avait une marge un peu. Il y avait du report, mais en tout cas, il est en amortissement depuis au moins 2 ans. Mais elles avaient gardé un petit matelas de trésorerie qui leur a permis justement, pendant les dernières années, de pouvoir financer ces thématiques de BFR et de reprise. Et là, on voit que sur 2024, le point devient un peu plus prégnant parce que cette trésorerie qui était un peu de confort a été absorbée par des problématiques de BFR. Donc, ça obère la capacité d'endettement et par essence, du coup, la capacité d'investissement. Après, je pense qu'il ne faut pas faire de généralité sur la position de la place des banques. Et il y a chaque banque, et BPI France en tout cas, nous c'est ce qu'on fait, on regarde chaque dossier de manière très précise et chaque cas est particulier. Voilà. Justement, vous parlez des banques, Anne-Cécile. Bon, c'est vrai que vous en êtes une publique un petit peu, mais si on donne maintenant la parole aux banques privées avec vous, Pascal, vous, qu'est-ce que... Donc c'est vrai que vous avez une fonction un petit peu hybride au sein de Crédit Agricole, vous n'êtes pas entre guillemets banquière, vous êtes là pour mettre de l'huile dans les rouages, de l'huile dans les rouages entre vos collègues banquiers et les industriels. Vous avez une fonction un peu de conseiller, de facilitatrice. Vous, qu'est-ce qui vous marque dans les dossiers qui passent entre vos mains? J'imagine qu'on va retrouver des éléments qui ont été dits, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment vous interpelle au-delà de cet endettement qu'on évoque? Moi, je ne peux que confirmer ce que viennent de dire mes 3 autres co-intervenants. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, on est dans une problématique de PGE, on est à la fin des PGE, il s'agit de les rembourser. Donc les entreprises sont face à cette responsabilité maintenant. Et on voit quand même à quel point les structures financières ont quand même été éprouvées par d'abord la crise sanitaire, puis une crise géopolitique qui a quand même mis en exergue un certain nombre de problèmes d'approvisionnement. Et ça, on l'a quand même clairement senti et on le voit. Avec des incertitudes, hein, dans certains cas où il n'y avait pas de problème d'approvisionnement, mais tout le monde se posait la question, hein, donc on sent que les situations se sont tendues. Maintenant, moi je suis assez... je pense que c'est un cap à passer. La filière en a passé d'autres, des caps. C'est une filière qui est quand même remarquablement résiliente et très structurée, ce qui fait une grosse partie de sa force à mon sens. Donc c'est vrai que le problème est difficile actuellement. C'est vrai que en plus, dans un contexte où on se retrouve avec une réaugmentation des cadences et du trafic aérien sur lequel on n'aurait pas nécessairement parié en 2019, hein, puisqu'il y avait quand même de l'aérobashing largement, mais finalement c'est très très résilient. Moi je suis assez confiante sur le fait qu'on va pouvoir trouver des solutions au cas par cas. Moi je raisonne jamais statistiquement, hein. Donc voilà. On verra tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire sur le relationnel. Au final, c'est ce que quand on a préparé la table ronde tous ensemble, on va revenir, mais c'est vrai qu'il y a un côté humain au final dans cette crise du cash de la filière aéronautique qui est peut-être le problème de la filière. Pour rester un peu plus concret, vous Philippe, en tant que médiateur, concrètement, quels sont les leviers d'action que vous avez aujourd'hui? Est-ce que concrètement c'est des avances sur commande? Est-ce que c'est comment quelle est la marge de manœuvre que vous avez vous quand vous intervenez sur les dossiers?
aujourd'hui? Moi, malheureusement, je n'ai pas les avances de commandes. Hein. Non, mais je dirais, quelle faire. ficelle vous avez? Voilà, on s'est travaillé là-dessus. Bon, d'abord avec l'outil de la médiation qui permet alors deux choses, de réparer une relation qui est en train de partir en vrille avec un outil de dialogue qui est la médiation et qui permet de remettre les deux parties l'une en face de l'autre et puis de repartir sur des bonnes bases. Et ça, c'est fondamental. Et puis un autre outil qui est plutôt le préventif au travers d'une charte qui a été mise en place dès le démarrage du Covid et qui permet de mettre en place les bonnes pratiques d'une part, et à côté d'avoir un ensemble de capteurs de signaux faibles et de voir où les choses se corsent. Et avec le collège des médiateurs, qui est composé d'une dizaine de médiateurs, dont ceux des MOI, et d'ailleurs Didier ici présent en fait partie, ainsi que Patrick Gauthier, s'il est encore là, il en fait aussi partie. Vous voyez, on est de regarder comment on peut travailler. D'abord intrafilière, et pour ça, là encore, il y a des outils, tous les reportings qui sont faits, les différentes instances. Un outil qui fonctionne très très bien, c'est la réunion qu'on fait régulièrement avec les directeurs des achats, avec le collège des médiateurs, pour leur faire part des signaux faibles qu'on entend et préparer des réponses adaptées au cas par cas. Toujours au cas par cas. C'est du cousu humain, comme on dit, quoi. Pardon ? Du cousu humain, comme on dit. Oui, voilà. Et puis voilà. Alors ça, c'est intrafilière. Hein, c'est ensuite sensibiliser les uns et les autres sur les enjeux de mutuelle dépendance qu'ils ont et la façon dont ils ont intérêt à le résoudre. Et puis également l'activité autour de la filière. Alors qui passe d'abord et avant tout par du dialogue, de la compréhension. Au niveau du GIFAS, nous avons des réunions régulières. On y invite les banquiers, les assureurs crédits. On donne clairement la fiche de route sur les prévisions de cadence, etc., pour tout simplement réinstaller de la confiance. Sans confiance, on ne prend pas de risque. Si on installe la confiance et si on personnalise la relation, qui a été terriblement dégradée avec le Covid, alors les solutions apparaissent et les problèmes se résolvent. Ensuite, sur les points, vous parliez d'avance sur commande. Là-dessus, encore une fois, quand je disais tout à l'heure que tous les acteurs jouent leur partition, y compris dans l'ordre d'ordre, oui, ils le font. Ils sont là pour faire l'avance sur commande, pour mettre à disposition du cash, pour acheter des machines, etc. La difficulté qu'on a après, c'est d'abord, j'ai compris le problème, la vitesse à laquelle je le résous. Voilà. Ça, il faut être extrêmement rapide parce que le tempo des grands n'est pas celui des moyens, n'est pas celui des petits. Et puis, on s'est confronté à un truc, j'allais dire tout con, pardon, excusez-moi, mais tout bête, c'est que historiquement, vous avez le droit, on est en fin de journée, on est en roue libre. La filière est en contrat avec des factors. C'est-à-dire que tous les flux de trésorerie passent par les factors. Et les factors ont des règles. Et il faut les respecter, bien évidemment. Et les règles des factors sont tout à fait incompatibles. C'est une secte un peu, c'est ça? Pardon? C'est une secte. Toutes les règles des factors sont incompatibles avec le fait de dire, par exemple, je fais une avance à la commande et tu vas pouvoir prendre 10%, 20%, 30% du contrat que je vais te passer. Bon, ça fait partie de la prochaine mission que nous avons au niveau de la médiation, c'est d'aller travailler avec ces facteurs pour les rassurer et voir si, au cas par cas, de façon dérogatoire, sur un temps donné, on ne peut pas assouplir leur position. Anne-Cécile, c'est vrai que sur le bilan annuel de la CCI, de la BPI Occitanie, il y avait une surchauffe d'activité, notamment sur les garanties bancaires. Je crois qu'on parle de plus 95%. Vous, concrètement, quels sont les outils financiers que la supply chain a activer auprès de vos services pour répondre à ce besoin de cash? C'est vrai que ce chiffre de 95% sur les garanties bancaires, ça a sauté aux yeux de beaucoup d'observateurs, mais j'imagine qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous avez pu agir, enfin avec d'autres. Alors, je ne suis pas sûre que le chiffre de 95% soit tout à fait correct. En revanche, 90, mais... L'outil de la garantie BPI France a permis, pendant cette période de sortie de PGE, où les banques ont été habituées pendant plus de 2 ans à être couverts à 90% sur les encours qu'elles mettaient en place, sur les dettes qu'elles mettaient en place. Évidemment, le jour où on a débranché le PGE, cet outil de la garantie a été beaucoup plus massivement utilisé pour continuer à être couvert, mais de manière moindre que le PGE. BPI France sur la filière, alors qu'est-ce qu'on propose, hein? Déjà, il faut savoir qu'on a toujours soutenu l'aéronautique et on continue à la soutenir. Depuis 2021. Alors du coup, dedans, vous n'avez pas les gros PGE qui ont été tirés en 2020 et début 2021. Mais depuis 2021, c'est 700 millions d'euros qui ont été déployés au niveau national sur l'ensemble du secteur aéronautique. C'est 220 missions de conseil qui ont été déployées auprès des acteurs de la supply.
Si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Sur ces missions de conseil, on va accompagner les entreprises sur des thématiques de performance opérationnelle. Et là, on touche en fait évidemment à la productivité. On va toucher à des thématiques de la décarbonation qui représentent quand même 40% de ces diagnostics. Donc, on a apporté de l'accompagnement humain. Sur les 700 millions d'euros qui ont été déployés en soutien de BPI-France depuis 2021, 50% sont représentés par les grands plans de France Relance qui ont été octroyés dans le cadre de la modernisation de la filière. Mais les 50 autres %, donc c'est quand même 350 millions d'euros, ont été du financement mis en place au profit de la supply chain. Et c'est pas BPI France, sur la partie financement, on ne prête pas aux grands groupes. On est spécifiquement sur le segment ETI et PME. Voilà. Corinne Dagrin, un petit peu même question pour rester dans les outils. Vous, quand vous intervenez dans les dossiers, qu'est-ce que vous regardez comme critère pour savoir si vous y allez ou pas en tant que fonds d'investissement dans cette période de tension de trésorerie? Bien sûr, en temps normal, bon, la grille de lecture est assez claire, mais là, dans cette période un peu chahutée, comment vous intervenez en temps normal? Parce que j'imagine que ça demande un petit peu de largesse sur certains critères sur lesquels vous êtes peut-être un peu moins compréhensible d'habitude, quoi. En tout cas, moins arrangeant. Alors, en fait, on fait partie des acteurs qui ont été accompagnés par BPI France et les régions pour monter un fonds rebond, notamment, post-Covid, qui était là pour accompagner en fonds propres, qui est toujours là, donc les entreprises qui ont un accident de parcours conjoncturel et non pas structurel, et donc qui n'est pas un fonds de retournement, mais un fonds d'accompagnement de difficultés transitoires et conjoncturelles des entreprises. Donc ça veut dire qu'avec ce type d'instruments, qui s'appelle IRDI Impulsion, on peut accompagner, on l'a fait, des dossiers très industriels qui vont présenter de réelles perspectives de rebond. C'est-à-dire qu'on ne va pas être là pour accompagner une entreprise qui est en train de décroître et de continuer d'aggraver sa performance, mais c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps, souvent ce sont des dossiers non intermédiaires, qui ne sont pas regardés par la place de manière générale, et on va passer beaucoup de temps à faire un assessment du business plan, des perspectives de recovery et autres. Voilà. Et sur les dossiers... C'est de faire la part des choses entre un problème de gestion et un problème juste passager, structurel. Quand on prépare la table ronde, c'est un point que vous avez mis plus en avant. Et je pense qu'ensuite, là, le critère, ça va être le même pour l'ensemble des acteurs fonds propres. Ça va être la qualité du management qui va faire la différence, et le fait de, quoi qu'il arrive, se dire on va accompagner une belle aventure entrepreneuriale sur une thèse de consolidation. Même avec notre fonds rebond, on a accompagné une entreprise qui est en train de consolider son marché, donc, et qui est en train réellement de rebondir, créer des emplois et participer, on espère, à la constitution d'un futur champion. Il y a des petits noms, vous pouvez nous donner des petits noms de dossiers chauds en ce moment? Bien sûr que non. Pascal, je vous disais tout à l'heure, votre fonction consiste à mettre de l'huile dans les rouages entre vos collègues banquiers et les industriels. Concrètement, est-ce que ça veut dire que, Philippe parlait tout à l'heure d'un problème de confiance, est-ce que cette crise de cash dans la filière aéronautique, c'est pas un problème de dialogue en fait entre les financeurs et les industriels finalement? Oui, moi, quand on me demande ma fonction, je dis souvent que je suis un tout petit décodeur entre un banquier de terrain, qui est un banquier géographique, et un industriel qui, et c'est bien normal et c'est assez rassurant, qui est avant tout un industriel avant d'être un financier qui fait de l'industrie. Donc le dialogue, il est là, il y a une volonté de dialogue. Moi, je crois beaucoup à la bonne volonté des gens. Par contre, le temps de l'industrie, c'est pas le temps des services. Donc le temps de l'industrie, c'est un temps long, avec des machines qu'on met en place, qui demandent des phases d'industrialisation. Ça ne rend pas tout de suite. Donc il est d'autant plus important de comprendre l'activité. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je dis aux industriels, on ne parle jamais assez à son banquier. Et on n'est jamais assez pédagogue avec son banquier, qui très souvent est de bonne volonté, mais qui va passer géographiquement d'un dossier dans le détail, enfin dans une industrie. On a perdu cette culture industrielle. À du service et à quelque chose, et à une industrie qui ne croise pas naturellement, je dirais. C'est pas un truc qu'on croise quand on fait ses courses, une pièce aéronautique. Donc voilà. Donc moi je pense que l'essentiel c'est de dialoguer de façon à ce que chacun puisse se comprendre et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Voilà. Vous pensez que c'est une conséquence, si on tire un peu le fil, vous pensez que c'est une conséquence justement de la désindustrialisation qu'on a connue? C'est-à-dire que nos acteurs financiers ont perdu un peu cette fibre industrielle
qu'on pouvait avoir par le passé, parce que voilà, la France était une terre plus industrielle qu'elle ne l'est aujourd'hui? Oui, moi je pense qu'il y a eu quand même une perte de culture industrielle. Et je pense il faut se la réapproprier. De toute façon, ce sont des activités différentes, ça c'est incontestable. Mais je pense que d'autant plus si on veut qu'une industrie persiste, continue à irriguer les territoires, parce que finalement, ce que fait le banquier et ce que fait l'industriel, chacun à sa manière fait vivre le territoire. Et pour nous, en tout cas dans l'établissement dans lequel je suis, c'est quand même quelque chose d'absolument capital et déterminant, de faire vivre les territoires, de créer des emplois et de les maintenir là où ils sont. Donc, quelque part, les intérêts convergent. Encore faut-il que chacun comprenne la sphère de contraintes dans laquelle l'autre se situe, en fait, ni plus ni moins. Même question pour vous un peu, Philippe, parce qu'au final le problème de la filière, c'est pas l'entre-soi. Moi j'ai échangé avec quelques banquiers il n'y a pas longtemps qui me disaient parfois on apprend les difficultés de nos clients dans la presse, et ça veut dire que ces industriels en question préfèrent en premier aller voir Airbus, aller voir Safran, aller voir Liber quand ils ont des problèmes de trésorerie pour essayer de trouver une solution, voilà, d'avance sur commande, etc., plutôt qu'en premier aller voir son pool bancaire pour essayer de trouver une solution dans un premier tour. En tout cas, voir son pool bancaire et ses clients, et pas seulement que ses clients. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que vous essayez de mettre? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté? Est-ce que c'est quelque chose, du coup, vous essayez de rectifier un petit peu? Oui, et puis en plus, la médiation est là pour favoriser le dialogue. Alors moi, je vais reprendre le propos de Pascal. On ne parle jamais assez tôt à son banquier, mais on ne parle jamais assez tôt à son client. De la bonne façon au bon client avec le bon message. Et on ne parle jamais assez tôt à son médiateur pour expliquer qu'il y a quelque chose qui est en train de dérailler et que si on n'y remédie pas rapidement, ça prendra des proportions terribles. Et puis, ce n'est pas dans un bureau qu'on va régler ça, mais c'est aux urgences, quand ensuite l'entreprise sera en grosse difficulté. Donc oui, alors de l'entre-soi, oui, mais en même temps, mettez-vous dans la peau des patrons aujourd'hui des entreprises qui ont un carnet de commandes pas possible, des difficultés au quotidien pas possible. Est-ce qu'ils ont le temps de lever le nez, de se poser et d'aller voir les uns et les autres pour exposer à chaque fois de façon très, très, très particulière leurs problèmes et d'espérer d'avoir des réponses rapides? Mais ça, je ne suis pas tout à fait certain. Donc, est-ce que vous admettez qu'il y a quand même besoin d'un changement de logiciel dans la filière aéronautique, justement sur ce besoin de dialogue, sur cette question de cash? Mais on y vient. Justement, oui, il en faut un. D'abord, ce n'est pas de l'entre-soi qu'il faut, c'est de l'entre-nous. Et l'entre-nous, c'est les investisseurs, les banquiers, les clients, les fournisseurs, tous les acteurs de la filière et de l'écosystème en général, et d'être capable de parler d'une seule voix et adresser les mêmes problèmes en disant quelle est la part de contribution que chacun a à la résolution du problème. Moi, j'ai été chef d'entreprise dans des boîtes de techno, d'innovation. Quand je faisais des levées de fonds, j'allais voir et BPI, et mon banquier, et un fonds. Je mettais les trois autour de la table parce que mon problème... Vous avez la bonne recette. Pardon ? Vous aviez la bonne recette. Non, mais je ne sais pas si c'est la bonne recette. Le truc, c'est de prendre du temps, de se réécouter et de savoir que c'est collectivement qu'on a la réponse adaptée. Et si on prend chaque acteur séparément, on n'aura pas la bonne réponse. En tous les cas, pas dans le timing qu'il faut. Donc, passons de l'entre-soi à l'entre-nous. Oui. Et ça, c'est important. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de son problème, de l'exposer, et de l'exposer de façon très factuelle, argumenter, justifier, et puis de se projeter en disant, voilà, si on résout le problème, voilà ce que je vais devenir, voilà ce qui va se passer, voilà comment je vais me transformer, etc. C'est ça on n'a pas assez de temps. Et puis, bon, encore une fois, pardon, mais remettons-nous dans la peau d'un patron d'une PME aujourd'hui. Il entend parler de programmes formidables, du prochain Single Aisle. Il se dit, mais est-ce que je ferai partie de l'équation ? Oui. Est-ce que moi, aujourd'hui, avec mon PGE à rembourser, je ferai partie de la supply chain de demain qui va connaître ces programmes formidables ? Donc c'est compliqué. Donc il faut se parler. Il faut se parler et il faut remettre de la confiance. Vraiment. Une petite réaction de votre part, Anne-Cécile, justement sur ça, ce besoin de confiance, ce besoin de dialogue. C'est vrai que souvent dans les dossiers de financement, les entreprises aiment vous avoir à vos côtés parce que vous agissez comme label auprès justement des acteurs comme le Crédit Agricole, d'autres banques privées. Vous, comment vous voyez ce besoin de dialogue, ce besoin de réinstaurer de la confiance en fait, entre financeurs et industriels ? Je rejoins les propos de Philippe. Moi, on parle de partenaires financiers.
Hein, et pas de banquier. Moi, j'aime pas le terme de banquier. On n'est pas un fournisseur d'argent, on est un partenaire financier. Donc à partir du moment où on est partenaire, il faut se parler. Et je pense que l'idée de réunir son pool bancaire, ses investisseurs et avoir un discours de vérité est très sain. Alors c'est vrai que ça fait peur aux dirigeants. C'est pas forcément ce qui est. Certains préfèrent le bilatéral, sauf qu'in fine, on s'appelle. Hein. Enfin, voilà. Enfin, les pools, les banquiers du pool se parlent un peu quand même. Donc c'est mieux d'être transparent et il faut aussi reprendre l'habitude de faire des plans de trésorerie, des BP. Je pense que quelques entreprises ont pu oublier pendant la période Covid où on a eu de l'argent un peu facile, hein, je pense, où on appelait son banquier, c'était l'urgence, on avait un chèque en blanc presque. Bon, on a oublié en fait de communiquer avec son banquier avec des éléments factuels. Et je pense qu'en ce moment, des plans de trésorerie et des business plans, c'est essentiel. Et après, pour terminer, ne pas hésiter, évidemment, BPI France, alors on ne donne pas un label, hein, on va émettre un avis sur un dossier pour une garantie, on va pouvoir faire du cofinancement, ne pas hésiter à prendre langue avec BPI France en même temps que ses banquiers et ne pas attendre que le banquier nous appelle, et ça fait même gagner du temps, surtout quand on fait partie du pool bancaire. Voilà. Tout à l'heure, Corinne, tu as évoqué une piste par rapport à ces entreprises qui sont parfois en difficulté. Tu parlais soit de diversification vers la défense, mais aussi d'hyper-spécialisation. Et quand on avait préparé l'échange ensemble, tu avais cité l'exemple de Diane Aerospace. Est-ce que c'est un message que tu fais véhiculer auprès de tes actifs, justement, qu'il faut sortir un peu de cette vision monocouloir qui a aussi peut-être un petit peu fragilisé la filière parfois notamment au moment du Covid, on s'est rendu compte qu'il y a des acteurs qui avaient peut-être besoin de se diversifier, qui étaient trop monoclients. Alors oui, c'est un sujet qui est singulièrement extrêmement complexe, je pense, concernant la filière, celui de la diversification, puisque diversification, ça ne se décrète pas, ça se réfléchit, dans le cadre d'une feuille de route et par rapport à une stratégie de l'entreprise. Et donc, en particulier, je pense sur les sujets toujours detail parts, aérostructure, ça va être très difficile de se diversifier parce qu'on va parler de diversification donneur d'ordre, de diversification programme. Si on reste uniquement sur ces sujets, on va essayer d'aller sur d'autres marchés. Parfois, on va avoir des entreprises qui vont se diversifier sur d'autres verticales, par exemple vers le nucléaire, l'énergie ou le ferroviaire, et en fait on se rend compte qu'après ça ne correspond pas à une stratégie groupe qui pourra permettre un adossement de ce type d'entreprise. Diversification, oui, mais et en plus cette diversification, parfois, alors on est là, diversifiez-vous, il faut aller chez Boeing, etc. En ce moment, ceux qui sont chez Boeing, justement, ça se passe pas forcément très bien, et ça s'était déjà produit dans le passé. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, parce que c'est pas la première crise, hein, c'est pas la première fois où on voit effectivement un supplier qui va subir une défaillance majeure sur un de ses programmes ou par rapport à un donneur d'ordre qui va le mettre en danger. Donc moi je pense que réfléchir, alors pour ceux qui le peuvent, ce qui n'est pas le cas justement des detail parts et aérostructures, à aller vers le MRO et l'aftermarket, ça me semble crucial en termes de business model quand c'est possible, hein, et on voit bien que ça donne beaucoup plus de visibilité à l'entreprise en termes de chiffre d'affaires et également de rentabilité. Et je pense qu'en ce moment, il y a un gros sujet sur la défense. Et c'est important que les acteurs du financement, en commençant par les fonds d'investissement et également les banquiers, puissent réinvestir le domaine de la défense. À un certain moment, notamment au niveau des dispositifs européens, c'était pas permis. Donc dès qu'il y avait le mot défense, munitions, missiles ou choses comme ça, c'était carrément interdit dans certaines politiques d'investissement, ce qui n'est pas le cas chez BPI, qui au contraire en ce moment encourage ce type d'investissement. Voilà, moi je pense, une source de diversification qui est intéressante. Il y a le sujet aussi évidemment de l'international, hein, qui me semble important et à creuser. Il y a certaines entreprises qui vont aller vers le service en partant du produit. Voilà, donc il y a différentes façons de le faire. C'est un sujet très difficile, très complexe, et il y a très fort enjeu, il me semble, pour la supply chain. Il nous reste 2 minutes, donc j'ai 2 questions, donc c'est parfait. L'un des mots de la fin pour vous, Philippe, Bernard, peut-être. Quand on a préparé l'échange, vous disiez, avant de parler de cessation de paiement, en tout cas de risque de défaillance, il faudrait qu'on parle d'éviter la situation de cessation de croissance. C'est un terme qu'on a beaucoup développé ensemble, et c'était intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous
j'aimerais que vous partagiez ça auprès du public. Qu'est-ce que vous entendiez par cessation de croissance? Être en cessation de croissance. C'est un peu le cauchemar le mien, mais de beaucoup de gens et surtout des entrepreneurs. C'est l'incapacité à aujourd'hui financer sa croissance alors qu'il y a une très forte demande des clients. Donc, je ne suis pas en cessation de l'activité parce que j'ai du business. Mais si je ne peux pas faire ma croissance, que vont faire mes clients? Ils vont forcément aller ailleurs parce qu'eux-mêmes ont des pressions de leurs propres clients. Donc, ne pas suivre la croissance aujourd'hui, c'est évidemment s'écrire des pages noires dans quelques années parce qu'on ne parlera plus de cessation de croissance, on parlera de cessation d'activité. Et je pense que là-dessus, personne n'est dupe. Donc voilà, mon message, c'est de dire, s'il n'y a pas quelque chose qui change dans le fonctionnement, bon, bien sûr, certains arriveront à passer cette étape, mais beaucoup vont rester sur le carreau parce que pas de capacité à suivre la croissance. Et donc, les clients iront voir ailleurs. C'est aussi simple que ça, malheureusement. Et se diversifier, oui, c'est bien, mais encore une fois, il faut être capable d'investir et de prendre des risques et de se donner du temps. Voilà, donc c'est ça mon... Votre combat, votre motif. Ouais. Le mot de la fin sera pour vous deux, mesdames, les partenaires financiers, Anne-Cécile Levrigot et Pascal Rambaud. Si vous aviez un... Oui, non, pardon, mais c'est que tu viens d'avoir la parole. Et toi aussi, excuse-moi, non, pardon, je ne veux froisser personne. Si vous aviez un conseil à donner aux dirigeants dans la salle et ceux qui regarderont le replay, comment on peut éviter une situation d'impasse financière? On a beaucoup parlé de dialogue, on a beaucoup parlé de confiance. Si vous aviez un mot à faire passer toutes les deux, ça serait lequel? Alors, moi, je vais reprendre le mot qu'a utilisé ma consoeur, la transparence. Parce que prendre des risques, ça fait partie du métier de banquier, donc ça n'a rien d'exceptionnel. Mais un banquier, ça prend des risques qu'il évalue. Et on ne prend pas des risques comme ça, sans les avoir calibrés. Et c'est pour ça qu'il faut de la transparence, parce que ça nous permet, nous, en tant que banque, de réfléchir à des solutions, de se coordonner dans un pool bancaire pour vous proposer, vous industriels, des solutions qui nous semblent les plus appropriées. Et il n'y a rien de pire qu'un dialogue dans lequel on a l'impression qu'on nous cache des choses. Parce que là, le banquier se bloque et on arrive, et on est même dans l'incapacité de savoir vraiment ce qu'il faut proposer et ce qui convient le mieux. Et quand on en a parlé, on avait parlé de situations difficiles. Quand un industriel est dans une situation difficile, il a bien d'autres choses en tête, à mon avis, que de réfléchir à la façon dont il va structurer ses financements. Et c'est le moment de faire confiance à ses banquiers et de leur, je ne vais pas dire de leur déléguer le sujet, mais un petit peu, donc d'être transparent. Anne-Cécile Levrigot, le mot de la fin pour vous. Oui, j'aurais pu dire deux mots. Alors, communication, mais ça va avec transparence. Et je vais peut-être dire... réfléchir à des mix de financement. On a parlé de mix énergétique, mais la dette, c'est pas la seule solution en fait. Et je pense qu'il faut essayer aussi de trouver des mix parce que ça rassure toujours un banquier, surtout dans ces situations qui sont un peu complexes à court terme, parce que c'est ces 2 prochaines années qui vont être compliquées, parce qu'après on a de la visibilité à moyen long terme. Mais c'est peut-être de réfléchir à des mix fonds propres, dette, et de ne pas aller chercher absolument que de la dette. Parce que souvent, je pense que le chemin peut être fait des 2 côtés. Voilà. Merci beaucoup à tous les 4. On peut les applaudir.